Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et il est avec nous comme chaque lundi, Sébastien Lévy, notre correspondant à New York aux États-Unis. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Journée importante, journée historique. En tout cas, c'était historique hier avec cette première libération de 3 otages, 3 femmes en Israël. Et justement, on s'interroge aussi ce matin sur le rôle qu'a pu jouer Donald Trump, qu'ont pu jouer les États-Unis dans cet accord entre Israël et le Hamas. Alors, clairement, les États-Unis ont joué un rôle très important. On en a déjà parlé à cette antenne, mais ce qui était frappant, c'est que c'était une priorité aussi bien de Joe Biden que de Donald Trump. Et ce qui est très frappant dans cette ère de polarisation aux États-Unis, c'est que les équipes du président sortant et du président entrant ont travaillé ensemble de façon extrêmement affirmée. Il y a vraiment eu un effort commun. Et puis, je pense que c'est important de rendre hommage aux deux équipes. Chacun finalement a joué son rôle. Vous avez eu un travail de préparation extrêmement fort des équipes de Biden. Vous avez eu un deal quasiment qui était sur la table en mai et en juillet, qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait. Mais c'est vrai que l'arrivée de Donald Trump, sa capacité à forcer le destin, à vraiment imposer sa volonté, a permis d'avoir un travail complémentaire qui a vu le jour grâce à son arrivée. Donc vous avez eu un travail préparatoire de l'équipe Biden et ensuite la personnalité de Trump, les deux ensemble explique vraiment que cet accord ait pu avoir lieu. Il faut évidemment s'en féliciter. Je pourrais rajouter une petite chose. Alors c'est assez anecdotique, mais j'y crois vraiment. D'une certaine façon, Netanyahou a accordé à Trump une victoire politique. C'était important aussi pour se le mettre dans ses bonnes grâces, car d'une certaine façon, je pense que Netanyahou a reconnu en Trump un certain nombre de traits de caractère qui sont assez israéliens, et beaucoup d'Israéliens, je pense, et beaucoup de Français qui vivent en Israël peuvent comprendre de quoi je parle. Les Israéliens, il y a une expression qui compte énormément chez eux, c'est Ani lo frayer. Je ne suis pas un pigeon et on n'essaye pas de me sortir des arguments un petit peu bizarres. Quand Trump veut quelque chose, quand la volonté de Trump est forte, il y va à fond. Et vous avez là un certain nombre de traits israéliens qui peuvent être parfois une certaine brutalité, mais qui peuvent, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, jouer leur rôle. C'est ce qui s'est passé ici. À bien des égards, moi je crois que la popularité de Trump en Israël, elle n'est pas liée uniquement à des aspects idéologiques, mais aussi à des aspects de personnalité. Beaucoup d'Israéliens reconnaissent en Trump un des leurs, et clairement ce trait de caractère assez israélien a pu jouer un rôle important. Donc Netanyahou a tenu, s'est dit je n'ai pas envie de me mettre Trump à dos. Ça explique ce magnifique succès diplomatique, et c'est vraiment à mettre au crédit de Trump après le travail préparatoire de Biden. Et ce qui est intéressant, c'est que la personnalité de Trump, dans cet accord, on l'a vu dans cet accord, et elle aura sans doute un effet sur sa présidence. Alors effectivement, vous parlez de personnalité de Donald Trump, c'est très symbolique aussi du président que veut être Donald Trump. Complètement. Et vraiment, cet accord sur les otages et la façon de négocier en dit beaucoup sur la présidence que la présidence Trump, vraiment qu'il souhaite, et le président que Donald Trump, souhaite être, et sur un certain nombre d'aspects. D'abord, c'est le retour, en tout cas, l'affirmation d'une Amérique forte, qui, quand elle a une volonté politique, elle s'y tient et elle obtient des résultats, et elle ne s'embarrasse pas de problèmes. Elle affirme sa volonté et elle revient. C'est le retour aussi dans la doxa trumpiste d'une Amérique qui est crainte et respectée. Je dirais que les accords commerciaux ou les traités internationaux, c'est très très bien, mais le fait que l'Amérique soit respectée et crainte, c'est le plus important. Il y a sans doute eu un effet sur le Qatar et même sur le Hamas en disant on ne sait pas de quoi est capable l'administration Trump. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une volonté de projection de la force chez Trump qui est très importante et qui a clairement pu jouer un rôle extrêmement positif ici. Vous avez également la notion de transactionnalité, on en a beaucoup parlé, mais c'est important. Trump peut être transactionnel avec ses adversaires comme avec ses alliés. Il est fort possible que même avec un allié comme Israël, eh bien, vous avez eu une transactionnalité qui a eu lieu. On ne sait pas exactement ce que se sont dit Trump et Netanyahou. Il est possible que Trump ait promis des choses sur l'annexion de la Cisjordanie ou sur un accord sur l'Iran. Mais en tout cas, le fait qu'Israël soit un allié ne le dispense pas d'être dans une forme de transactionnalité. Tu me donnes ça, je te donne ça. Et c'est la même chose avec ses adversaires. Si on élargit la focale, c'est ce qui se passe aussi avec le Canada. C'est ce qui se passe avec Panama ou le Groenland dont on a parlé ici. Il veut obtenir des choses, même si le Groenland est dans l'OTAN
important, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'obtenir des choses. Donc là aussi, vous avez quelque chose d'assez fort dans ce qui s'est passé sur l'accord des otages, qui est extrêmement symbolique de la présidence qui va sans doute se jouer. Approche très transactionnelle, très rationnelle, très froide même. Et la notion donc des alliances compte un peu moins que les intérêts primordiaux des États-Unis. Et donc, Trump ne va pas s'embarrasser aussi de formalisme. Il veut obtenir quelque chose, il l'obtiendra en tous les cas. En ce sens, vraiment, cet accord sur les otages est extrêmement symbolique de la présidence, qui va sans doute démarrer, qui démarre dans quelques heures. Alors, une journée importante par ailleurs pour Donald Trump, puisque c'est aujourd'hui que Donald Trump va être investi président des États-Unis pour la seconde fois à midi, heure de Washington, donc 18h heure française. Le 45e président débutera son second mandat succédant au démocrate Joe Biden. Alors, à quoi s'attendre dans les prochains jours, les premiers pas de Donald Trump, le retour de Donald Trump? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est la différence qu'il y a entre son arrivée à la Maison-Blanche il y a 8 ans et celle aujourd'hui. C'est complètement différent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Trump l'a emporté de façon plus nette qu'en 2016. Il l'a emporté au suffrage populaire, ce qui n'était pas le cas, dans 8 ans. Il vient avec une vraie légitimité populaire plus forte qu'il y a 8 ans. Il vient aussi avec une plus grande confiance en lui, c'est-à-dire qu'il connaît le job de président. Et donc, ça veut dire que, contrairement à 2016 où il était venu avec des gens qu'il ne connaissait pas très bien et qui ne lui étaient pas extrêmement loyaux, il vient avec des gens extrêmement fidèles, extrêmement loyaux, pas toujours extrêmement compétents, ça dépend, mais il veut d'abord la loyauté parce que il estime qu'il sait faire le job et donc il n'a pas besoin de gens qui peuvent vraiment lui dire quoi faire. Et puis vous avez aussi un autre aspect qui est important. Vous aviez à l'époque une vraie vague populaire, une vague de colère, une vague d'inquiétude. Vous aviez des manifestations quasiment journalières à l'époque avant son arrivée. Vous aviez à l'époque les milieux économiques, les milieux médiatiques, les milieux de la tech qui étaient complètement contre lui, vent debout en disant nous offrirons une résistance au président Trump. Là, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Vous avez toute la tech qui est clairement avec Trump, Bezos, Musk, évidemment, Zuckerberg de Facebook. Vous avez les médias économiques qui font allégeance et qui lui disent juste non, mais on va bien travailler en bonne intelligence avec Donald Trump. Et puis, vous avez le monde médiatique qui, lui aussi, finalement, dit nous ne voulons pas être dans la résistance à Trump. Et vous avez un certain nombre de grandes signatures qui quittent un certain nombre de médias comme CNN ou MSNBC parce qu'ils sont trop critiques ou perçus comme trop critiques. Donc, ça peut aussi créer un certain nombre de problèmes démocratiques, mais clairement, l'arrivée de Trump se passe dans d'autres choses. Ce qu'on peut attendre des prochains jours, justement, avec la confiance qu'il a en lui, vous allez avoir sans doute des décrets présidentiels, ce qu'on appelle des executive orders extrêmement rapidement. Trump va aller très vite, encore plus vite qu'en 2017, en raison de la confiance dont je vous ai parlé, le fait que le Parti républicain est à sa main, ce qui n'était pas le cas il y a 8 ans. Donc on peut envisager des executive orders dans 3 domaines principaux. D'abord l'immigration, qui est vraiment la matrice du Trumpisme et un élément extrêmement important, avec sans doute des ordres d'expulsion extrêmement massifs. Sur l'écologie, pour casser un certain nombre de normes environnementales qui avaient été décidées par Biden par executive orders. Et puis également sur les tarifs, donc les droits de douane, qui, on le sait, fait aussi partie des éléments constitutifs du Trumpisme. Donc là aussi, ça ne va pas traîner. Dans les prochains jours, vous allez avoir des mesures extrêmement fortes sur toutes ces mesures pour montrer, voilà, il ne veut pas perdre de temps, il va aller extrêmement vite. Il ne parle même pas des 100 premiers jours, il parle quasiment des premiers jours. Il va aller extrêmement vite. Donc en une semaine, vous aurez déjà beaucoup de décrets présidentiels. Et puis ensuite, vous aurez des choses un peu plus profondes avec le soutien du Congrès qui a dit qu'il voterait les textes que Trump veut, sur le budget notamment, mais aussi sur la diplomatie. On pense notamment à la guerre en Ukraine que Trump veut sans doute voir terminer assez rapidement. Donc en tout cas, on va sans doute avoir 30 ou 40 jours extrêmement actifs ici à Washington. Alors pour terminer, il nous reste 1 minute, Sébastien. Je voulais aussi vous faire réagir à cette suspension. C'était attendu, c'est désormais officiel. TikTok a rendu inaccessible son application en ligne aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, ça a déjà, j'ai dû moi gérer le drame pour ma fille de 16 ans qui était absolument catastrophée, mais qui a été extrêmement heureuse puisque Trump a été capable de suspendre cela, ce qui montre 2 choses. Et là encore, j'ai parlé de l'aspect transactionnel. Trump était très anti-TikTok il y a quelques années. Il s'est rendu compte qu'il pouvait en fait utiliser TikTok sur 2 raisons. 1, en s'en servir comme moyen de pression avec la Chine. Deuxièmement, le vote des jeunes lui a été extrêmement favorable, en tout cas beaucoup plus favorable
il y a eu à peu près 50-50 par rapport à ce qu'ils avaient en 2020. Et donc, il s'est rendu compte que sa popularité auprès des jeunes, elle est aussi due à TikTok et qu'il peut remporter une victoire symbolique assez forte là-dessus par rapport aux jeunes. Et donc, Trump apparaît comme le défenseur de TikTok. Et je peux vous dire sur un petit échantillon non représentatif qu'auprès des copines adolescentes de ma fille, Trump est extrêmement populaire aujourd'hui. Mais je pense que derrière, il y a clairement un calcul politique qui montre encore une fois la flexibilité idéologique de Trump. On verra, mais en tous les cas, oui, aujourd'hui, TikTok fonctionne aux États-Unis grâce à l'intervention du président élu Trump et président dans quelques heures. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Lévy. Ouf, tout n'est pas perdu pour votre fille. Sébastien, on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.